Bonjour à tous. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la petite minute de retard et je vous remercie à tous pour votre présence. On va démarrer dans une petite seconde. Je vois que vous êtes quand même plus d'une cinquantaine à être connectés. Allez, c'est bon, on va démarrer. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire Data Transformation, voyage au cœur de la culture de la donnée, organisé par Data Scientist et animé par Safran. Je me présente, Yoel Torjman, CEO et cofondateur de Data Scientist, et je serai votre animateur durant ce webinaire. Concrètement, c'est dans le cadre de la mise en place de la communauté des Data Boss et suite au succès du précédent webinaire Bercy met la data dans tous ses états, qui est d'ailleurs disponible sur notre chaîne YouTube pour ceux qui vous souhaiteraient la revoir. Là, nous sommes aujourd'hui fiers d'accueillir Adeline Bernery. Adeline qui est Transformation Manager chez Safran pour un nouveau webinaire de haute voltige. Notre communauté des Data Boss compte aujourd'hui plus de 175 membres, donc tous des CDO, des Head of Data, des Lead Data Scientists. Concrètement, l'enjeu de cette communauté est simple, c'est de réunir les plus hauts responsables data des grandes entreprises pour parler des nouveaux enjeux, des défis data à relever et réfléchir à des stratégies à mettre en place. Ça se fait notamment au travers de ce webinaire-là. Effectivement, suite à la crise sanitaire, peut-être qu'on repensera le format, mais pour l'heure, on fera des webinaires one-to-one. J'en profite dès maintenant pour remercier vivement Adeline, Adeline Bernery, qui nous fait l'honneur de nous accorder du temps pour intervenir durant ce webinaire. Concrètement, je vous promets un webinaire qui s'annonce passionnant, puisqu'elle nous parlera des data literacy. Honnêtement, c'est un sujet difficile à traiter, et notamment des enjeux et d'importance de la culture de la donnée en entreprise. Sans plus attendre, je te laisse la parole. Alors Adeline, je ne sais pas comment est-ce que tu souhaiterais commencer. J'ai comme ma petite idée, peut-être te présenter et présenter concrètement Safran Analytics et le groupe Safran en général. Je vais t'inviter à venir sur scène. Bonjour à tous. Merci Yoel pour cette introduction de haute volée. Ça ne me met pas du tout la pression pour le démarrage de ce webinaire. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je vais essayer de vous envoyer les slides tout de suite. Comme ça, on pourra démarrer. Alors, est-ce que vous voyez mes slides? C'est bon? Oui, de mon côté, en tout cas, c'est bon. Super. Eh bien, c'est parti pour le voyage au cœur de la donnée. Alors peut-être pour me présenter en quelques mots, je suis responsable transformation chez Safran Analytics depuis maintenant 2016. Quelques mots sur mon parcours, ça va faire 15 ans maintenant que je suis chez Safran. J'ai occupé différents postes. Alors j'ai commencé dans les achats, la gestion de projet, avant de me lancer dans le grand sujet de la transformation autour de la donnée. J'ai rejoint Safran Analytics, comme je disais tout à l'heure, en 2016. Et depuis un an, j'ai monté le pôle accompagnement au changement pour compléter la transformation de la data au sein de Safran. Je vous ai mis sur la slide mon adresse mail. Si vous voulez poursuivre la discussion après ce webinaire, j'en serais ravie. Sans transition. Peut-être pour vous expliquer pourquoi je suis là. Il y a quelques mois de ça, Yoel m'a fait part de sa volonté de créer un réseau Data Boss qui avait la particularité de rassembler des professionnels de la data et surtout sans vocation commerciale, ce que je trouve quand même très chouette dans un contexte où ce genre de format peut se multiplier, mais toujours avec cette dimension commerciale à la fin. Donc, je te remercie Yoel parce que c'est un format que j'apprécie. Voilà, Yoel vient me voir et m'explique qu'il souhaite monter ce genre d'intervention. Et pour le coup, me demande si ça m'intéresse. Et sur le moment, je me suis dit, moi, il y a un sujet sur lequel j'ai envie de partager, c'est sur la data literacy et la culture de la donnée. Et il m'a dit banco.
Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et visiblement, le sujet semble intéresser. Et donc, une fois que j'ai pris l'engagement de Traduel de faire ce webinaire, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais vous partager. Et dans un premier temps, en fait, ma tentation a été de vous préparer un webinaire très théorique en vous donnant beaucoup d'éléments sur finalement la littérature sur le sujet. Et je me suis dit que ce genre de choses, vous pouviez les trouver en fait déjà vous-même que ce soit sur Internet ou autre. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui serait vraiment intéressant? À ce moment-là, je me suis dit, je vais partager avec vous mes 4 ans finalement d'expérience sur la transformation data analytics et également vous partager quelques outils que je trouve pertinents et ou que j'aurais aimé trouver plus tôt dans ma mission. Donc c'est un peu mon enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas vocation à être exhaustive sur la culture de la donnée, mais plutôt de vous partager des expériences, ce qui a pu marcher ou ce qui a pu être difficile, et avec quelques petits instants méthodologiques qui, j'espère, vous seront très utiles. Alors peut-être pour poser le contexte, je vais vous parler de Safran. Pour commencer, donc Safran a 3 grandes missions. Contribuer à la performance du transport aérien, et c'est un peu la mission principale, en tout cas c'est celle qui est la plus connue du grand public, mais elle a aussi, Safran, 2 autres missions: améliorer la protection des citoyens et faciliter l'accès à l'espace. Alors, pour donner un peu de concret, puisqu'on est là pour parler data, je vous ai préparé quelques chiffres assez intéressants pour situer un peu le type d'activité et les chiffres qui peuvent être quand même assez impressionnants. Je pense à notamment les 80 lancements consécutifs réussis d'Ariane 5. On va avoir plus de 35 000 moteurs qui sont aujourd'hui en activité en service. On a plus d'1 million de sièges. C'est énorme, en fait, les chiffres montent très très vite. Un moteur d'hélicoptère sur 3 est vendu par Safran. Donc il y a un chiffre aussi qui m'a beaucoup interpellée, c'est de se dire que sur un Boeing 787, il fallait imaginer qu'il y avait 100 km de câbles. Donc c'est des chiffres assez fous que je trouve quand même assez chouettes à découvrir. Et en même temps, les chiffres, c'est bien, mais il faut les illustrer. Donc j'ai trouvé ce visuel plutôt chouette pour vous montrer qu'en fait, Safran, il équipe quasiment la totalité de l'avion, et aussi bien l'extérieur avec les trains d'atterrissage, avec les moteurs, avec les groupes auxiliaires de puissance, mais aussi l'intérieur avec tout ce qui est siège et avec aussi tout ce qui est toboggan d'évacuation. Donc Safran est présent sur les avions, mais aussi sur les hélicoptères. Et pour le coup, c'est chouette parce que j'étais hier sur le site de Bord donc de Safran Safran Helicopter Engine qui fabrique beaucoup d'éléments pour les hélicos. Donc je fais un coucou si certains des SHE sont là. Et en tout cas, sur les hélicos, on va aussi bien travailler sur la propulsion que les systèmes de carburant. Donc, vous voyez que finalement, le groupe Safran, c'est un groupe technologique assez important avec une multitude de produits. Et il ne faut pas oublier que Safran, c'est aussi 80 000 personnes dans 30 pays. Donc, c'est un groupe qui est grand, avec une dizaine de filiales et beaucoup de monde sur les différents continents. Donc, voilà en très bref. Et en encore plus bref, je vais parler de Safran Analytics. Donc Safran Analytics, c'est le département auquel j'appartiens. Je suis dans la direction qu'on appelle recherche, technologie et innovation, qui appartient à Safran SA, donc la holding de Safran. Safran Analytics a été créé en 2015, donc est plutôt assez jeune encore. On est 70 collaborateurs sur le site de Saclay. Donc avec des grands champs et des moutons autour de notre site. Et on est à peu près 18 métiers différents, rien que dans ces 70 personnes, donc 8 grandes familles de métiers. Mais donc on a une diversité de métiers qui est extrêmement riche, intéressante et qui est complémentaire dans notre mission. Et notre mission, c'est quoi? Notre mission chez Safran Analytics, c'est d'ancrer la donnée comme moteur de croissance pour le groupe Safran.
et on a 3 grandes activités. La première, c'est de développer des solutions analytiques sur des cas d'usage pertinents pour le groupe. C'est aussi de faciliter l'appropriation et l'adoption de l'analytics au sein du groupe Safran. Et enfin, de mettre à disposition du groupe des outils, des méthodes et des compétences dans cette logique de transformation data. Et donc pour ça, on est 70 pour 90 000 personnes, donc vous imaginez bien que notre force de frappe, elle est quand même limitée. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'aider le groupe à monter en maturité et à diffuser et à renforcer la culture de la donnée chez Safran. Ce qui me fait la transition pour la partie suivante, transformation data et culture de la donnée. Alors la transformation data, elle s'appuie sur différents piliers. Alors selon les modèles, on peut avoir des thèmes qui peuvent avoir des intitulés différents, mais grosso modo, on retrouve souvent les mêmes grands sujets, la gouvernance de la donnée, le data management, l'analytics. On va également avoir tout ce qui est infrastructure et technologie. Et le dernier point qui est autour de l'organisation et de la culture de la donnée. Et je vous propose aujourd'hui qu'on se concentre uniquement sur la partie culture de la donnée. La culture de la donnée, c'est quoi? Pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Elle tourne autour de 4 grands axes. Le premier, c'est la prise de conscience. Prise de conscience, que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau individuel. C'est un ensemble de compétences qu'on peut aussi appeler data literacy. C'est beaucoup de pratiques. Et le dernier point, non négligeable, qui est un certain nombre de cas d'usage qui sont stratégiques pour l'entreprise. Et c'est l'ensemble de ces 4 éléments qui va constituer la culture de la donnée de votre entreprise. Et ce que vous pouvez constater, c'est que quand on voit ces éléments-là, il n'y a pas une culture de la donnée universelle et on ne peut pas faire du copier-coller d'une organisation à une autre. On va pouvoir benchmarker et aller retirer des éléments, peut-être des accélérateurs, mais en tout cas, la culture de la donnée, elle est vraiment propre à une entreprise et donc pas de recette magique, désolé. C'est nécessairement propre à la construction d'une organisation, d'une entreprise. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. La prise de conscience. La prise de conscience, pour moi, il y a 2 éléments très importants. La première, c'est la prise de conscience des enjeux. Et ces enjeux, ils sont à plusieurs niveaux. Le premier niveau est bien entendu les enjeux de la data pour l'entreprise, pour l'entreprise de manière générale. Elle doit aussi se décliner au niveau de l'organisation ou du métier, donc à un niveau qui est quand même plus proche du collaborateur. Et le dernier point, qui est aussi très important, c'est la déclinaison au niveau de l'individu. Et donc, vous comprenez bien que cette prise de conscience, elle va du plus macro au plus micro. Et elle est nécessairement évolutive dans le temps, puisque les niveaux de maturité vont évoluer. Donc, cette prise de conscience des enjeux, elle va passer par des actions d'acculturation et nécessairement va évoluer, comme je disais, dans le temps. Le deuxième élément de prise de conscience qui est extrêmement important et difficile, c'est d'arriver à faire prendre conscience à l'ensemble des collaborateurs d'une organisation qu'ils sont tous acteurs de la donnée dans un écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour le coup, d'avoir conscience que les efforts que je fais vont être au service d'autres collègues et inversement, je vais bénéficier du travail que fournissent d'autres collègues. Et sans cette prise de conscience finalement d'interdépendance, l'évolution des mentalités, l'évolution, la disparition des silos, quelque part, va être très difficile. Donc cette phase de prise de conscience, elle est longue et elle nécessite beaucoup d'énergie. Alors comment est-ce que on participe à cette prise de conscience? Donc ça va passer par des phases de communication et
de façon assez classique, communication et formation. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait chez Safran jusqu'à présent? On a intervenu à différents niveaux de population. De façon très générale, on a communiqué sur le site internet, l'intranet de Safran, avec un certain nombre d'articles. Et on a fait des articles sur différents sujets, aussi bien parler des différents projets qu'on avait pu mener avec les sociétés, mais aussi des interviews métiers. Alors là, grande révélation que je vous partage, je pense que ça peut être aussi similaire dans vos entreprises, mais ce qui marche le mieux, ce sont les interviews métiers. En fait, dès lors que c'est incarné, qu'il y a une personne derrière le témoignage, finalement, le niveau d'attraction et le niveau de lecture sur les réseaux internes sont beaucoup plus importants. Donc, j'ai parlé des articles. On a aussi fait des vidéos. Donc, il y en a une qu'on a lancée, ça commence à faire, ça fait 2 ans pour le coup, qui s'appelle, d'ailleurs, vous pouvez la chercher elle est sur YouTube. Si vous tapez Datapool Safran, vous allez tomber dessus. Et pour le coup, cette vidéo, elle avait comme vocation de dédramatiser et de faire comprendre les grandes étapes du processus de la donnée. Donc, elle est volontairement décalée, oui, puisque Datapool, c'est la poule, c'est l'animal. Hein. Donc, c'est vrai que c'est une vidéo que j'aime beaucoup parce que sous un ton décalé, elle passe des messages quand même assez importants sur les grandes étapes du processus de la donnée. Nous allons continuer sur le format vidéo dans quelques semaines avec la diffusion d'une saga de vidéos sur les activités data analytics, notamment de ce qu'on fait dans notre organisation Safran Analytics. Donc ça, c'est des actions qui sont plutôt sur la globalité qui est un peu tout collaborateur. On a aussi, c'est important aussi d'avoir cette phase de prise de conscience ou d'acculturation sur des populations plus oscillées. Typiquement, il y a 3 ans, 3-4 ans, j'avais monté le quart d'heure digital où finalement deux collaborateurs de Safran venaient pitcher au comité exécutif Safran, un groupe, sur un sujet data ou digital. Donc ça a permis d'ouvrir les chakras de nos dirigeants. Et autre exemple de ce qu'on a pu faire pour des populations plus ciblées, c'est d'intervenir dans la communauté Black Belt et Master Black Belt, puisque chez Safran, le Lean Six Sigma est quand même très bien implanté. Donc on a pu avoir des approches d'acculturation vraiment spécifiques à ces populations-là. Donc la prise de conscience, elle vise tous les collaborateurs de l'entreprise, aussi bien dirigeants, managers que collaborateurs. Donc pour alimenter cette prise de conscience, c'est nécessaire d'arriver à travailler et donner du sens. Et donc c'est pour ça que instant méthodo, je vous partage un outil que je trouve intéressant qui s'appelle Golden Circle de Simon Sinek. Donc cette personne, elle a théorisé comment donner du sens. Alors c'est plutôt pour les marques, mais je pense qu'il est assez adapté pour aussi pour l'accompagnement au changement. Puisque en fait souvent naturellement en fait l'humain va avoir tendance à communiquer sur ce qui est très rationnel. Donc le what, c'est qu'est-ce qu'on fait de façon très très concrète. Sauf que pour embarquer, pour donner du sens, il faut remonter sur une partie qui est plus émotionnelle avec donner du sens, le why et le how. Le why, c'est pourquoi vous le faites et le pourquoi, il est valable pour toute l'organisation que vous visez. Et le how, c'est quelle est la tactique, comment vous allez décider de l'utiliser. Alors, si on a le temps, je reviendrai plus en détail sur cette méthode-là. Mais en tout cas, je vous invite, en termes d'accompagnement au changement, vous tapez Golden Circle, Simon Sinek sur YouTube, vous avez plein de vidéos, et ça
vous aidera, je pense, à mieux structurer vos messages et avoir une approche qui donne plus de sens et qui a plus d'impact auprès des populations que vous voulez faire évoluer. Je vais passer à la partie compétences data literacy. Donc la data literacy, c'est un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être autour de la donnée. Et ce qui est important de retenir, c'est que ces savoir, savoir-faire, savoir-être vont pas nécessairement être les mêmes, ou en tout cas pas être au même niveau entre les métiers de la data et la data dans les métiers. Alors quand je parle des métiers de la data, je parle de data scientist, data analyst, data miner, c'est aussi data architect, data engineer, et on va aussi jusqu'au métier plutôt de la gouvernance de la donnée, data manager, data steward ou chief data officer. Donc si je rentre un peu plus en détail sur ces métiers de la data, c'est souvent d'ailleurs dans les temps de transformation, c'est souvent là-dessus que c'est ça qu'on va commencer à travailler avec structurer des fiches métiers, structurer des référentiels de compétences, et ce qui est, parce qu'en fait c'est un peu ce qui est le plus facile, et c'est ce sur quoi on peut benchmarker avec les autres entreprises, parce que c'est un métier, et un data scientist, par exemple, dans la banque ou dans l'aéronautique, il a un socle commun de compétences qui est assez similaire. Et chez Safran, c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé sur la GPEC, finalement, les grilles de compétences et les fiches métiers. Et ça, c'est la partie un peu la plus simple, en fait. La partie la plus difficile, c'est la data dans les métiers. Comment déterminer quelles sont les compétences nécessaires, d'autant que les métiers ont besoin de temps, en fait, pour se projeter et voir comment la transformation data va faire évoluer leur métier et leur quotidien. Et ça m'amène en fait à la conclusion qui est qu'il n'y a pas de data literacy universelle. La data literacy d'une organisation, elle est nécessairement tirée par le business. Et c'est pour ça que finalement, trouver un moyen d'identifier ces compétences-là pour faire réfléchir le métier et le faire se projeter est important. Et j'y reviendrai juste après dans la partie instant méthode. Je vais continuer dans cette partie data literacy sur les aspects plutôt formation. Il est important de combiner en fait une approche très déterministe où on se dit il va être nécessaire de faire ça et prendre des décisions, faire des choix même si on est dans une incertitude forte, de façon à ce que quand on pense que les besoins vont émerger, les formations soient déjà prêtes. Et de le compléter avec les remontées des métiers. Je dis ça pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, les besoins métiers n'étaient pas encore nécessairement extrêmement clairs, et le marché de la formation n'était pas non plus encore complètement sec. Et donc il a fallu prendre un peu des risques et en tout cas de se dire à notre avis, de notre connaissance du sujet, voilà les formations qui vont être les plus importantes dans les mois, années à venir. Et c'est d'ailleurs pour ça que très vite après la création de Safran Analytics, les équipes de Safran Analytics ont créé un format qui s'appelle le Data Bootcamp. Alors maintenant, c'est un peu le standard. Mais en tout cas, à l'époque, on avait fait ce choix-là, qui n'était pas la majorité des cas à l'extérieur, qui était de dire on veut une formation avec 30% de théorie et 70% de pratique. Et cette formation, elle a été complètement conçue en interne, et elle a permis de former plus de 300 personnes sur les bases de l'exploration de la donnée. Depuis, le catalogue de formation s'est étoffé, et notamment avec des parcours de formation certifiants. Je pense notamment au parcours certifiant data scientist que l'on fait avec l'équipe de Yoel. Et d'ailleurs, j'étais très fière hier de participer à la remise des diplômes de la première cohorte de cette formation-là. Donc, c'est important pour nous d'avoir des parcours effectivement certifiants. On va continuer sur la partie data analyst. Au-delà de ces formations qui sont plutôt pour les métiers de la data, bien entendu, on étoffe des formations qui sont plutôt de la data dans les métiers.
Et là, on va travailler sur des formations autour de la data vise, donc aussi bien outils avec Power BI que le data storytelling qui est comment est-ce qu'on communique avec la data vise, comment on s'assure que ce sont les bonnes data vise qui sont choisies et pas l'éternel camembert en 3D parce que ça fait bien sur les slides. Ça va aussi être des formations sur du data management. Donc là, le panel est très large. Et enfin, il y a une dernière piste qui est quand même intéressante, qui est comment est-ce qu'on intègre des modules data dans des parcours déjà existants. Et typiquement, ça fait 2 ans que nous avons intégré un module initiation à la data science dans le parcours de formation Black Belt, puisque c'est important aussi d'hybrider quelque part les autres parcours. Donc la formation, beaucoup de choses intéressantes. Et c'est important de s'appuyer sur des référentiels co-construits avec les métiers pour pouvoir avoir des bases de discussion et d'évolution. Ce qui m'amène à l'instant méthodo. On parle compétences. Alors, autant sur la partie métier, ça semble assez simple. Les métiers de la data dans les métiers, c'est plus compliqué. Et je voulais partager avec vous, alors j'ai aucune action ni chez l'un ni chez l'autre, je vous rassure, mais en tout cas, si ça peut vous aider, j'en serais ravie. Là, vous avez 2 propositions de référentiels, d'évaluation de compétences data dans les métiers. Donc le premier qui est les Databilities, qui a été construit il y a au moins 4-5 ans par Jane Croft, et elle a construit en fait un framework de compétences autour de la lecture et l'écriture et la compréhension des données. Donc vous voyez là un certain nombre de compétences associées, de sous-compétences associées à la compétence principale. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans son travail, c'est que c'est vraiment à la portée de tous. Notamment, je trouve son travail très inclusif, parce que parfois ça peut donner, quand on a des référentiels de compétences, on peut se sentir assez bête parce qu'on ne comprend pas tous les termes en tant que personne qui se fait évaluer. C'est toujours difficile de se faire évaluer par... personne n'aime se faire évaluer, donc c'est important d'avoir un support qui est très inclusif. Donc vous pouvez vous connecter à son site qui est Data to the People et vous pouvez tester son référentiel en ligne. Ça vous permet de voir à quoi ça ressemble. Le deuxième référentiel qui est intéressant, qui est plus récent, c'est celui NetExplo, qui met une approche un peu différente puisqu'il va venir évaluer les compétences data et les retranscrire sur 4 grands axes: excellence opérationnelle, responsabilité enjeux sociétaux, techno, stratégie organisation. Donc c'est pas du tout les mêmes approches, mais en tout cas c'est des clés de lecture et à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Je continue avec la partie pratique. Donc je vous disais tout à l'heure que la partie pratique elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que faire de la prise de conscience c'est très bien. Former les gens, c'est aussi très bien, sauf que ça suffit pas. Et si derrière, il n'y a pas de mise en pratique, c'est du temps perdu parce que, pour le coup, les gens ne seront pas transformés, et chacun continuera sa vie, dans son quotidien habituel. Donc comment est-ce que, on arrive à faire pratiquer, toute une organisation? Je vous disais, chez Safran, on est 80 000. Donc, la question de la scalabilité finalement de cette pratique, elle se pose. Alors j'ai pas nécessairement les réponses malheureusement, mais en tout cas, je peux vous partager ce qui est mis en œuvre chez nous. Donc, un des axes qui est très important, qui est les projets, des projets dans les sociétés. Alors, Safran Analytics accompagne les sociétés dans leurs projets. Les sociétés du groupe font aussi des projets sans Safran Analytics. Nous ne sommes pas une porte d'entrée unique. L'idée étant de plutôt capitaliser, de s'ouvrir et de partager. Faire un projet, pour le coup, est extrêmement transformant, puisque se confronter au réel, se rendre compte que c'est difficile d'accéder aux données, que les données ne sont pas toujours disponibles, que la qualité des données n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend, qu'il y a un gros travail de nettoyage des données, avant même de pouvoir arriver à cette phase de data science
et d'exposition des données, c'est hyper important pour faire prendre conscience de tout ce qu'il y a à faire évoluer dans l'organisation pour être capable de tirer parti et exploiter les données et créer de la valeur. Donc, le parti pris chez Safran Analytics, il est d'avoir des équipes pluridisciplinaires, donc les équipes métiers de la société du groupe. Et chez Safran Analytics, on a des équipes constituées de data scientists, d'UX designers, de data engineers et de développeurs, par exemple, dans ce principe c'est la multidisciplinarité qui permet d'aboutir à des solutions pérennes dans le temps. Au-delà des projets qui peuvent être menés, nous nous efforçons aussi de construire chez Safran Analytics des solutions data pour le groupe, donc soit sur étagère, qui bénéficie à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et là, je pense par exemple à notre solution qui s'appelle Data Hub Aero, où nous achetons des bases de données externes, par exemple pollution, position de vol. Nous les nettoyons, nous les robustifions et nous les mettons à disposition des collaborateurs du groupe. Donc ça, typiquement, c'est une des solutions qui est fortement plébiscitée. Nous sommes aussi amenés à développer des solutions data avec les sociétés pour répondre à des besoins plus spécifiques. Alors, au-delà des deux premiers, donc projet, construction de solutions data, qui sont des éléments, enfin des approches qui sont assez lourdes, en tout cas, qui sont pas sollicitables sur demande. Il y a aussi deux autres aspects qui sont tout aussi intéressants dans la partie atelier. Et là, je vais vous parler de ce qui est fait dans le groupe, pas nécessairement que par nous. Il y a des actions qui sont même plus que des actions. Alors là, l'initiative vient plutôt de la partie DSI, a mis en œuvre ce qu'on appelle des Power BI School, où des collaborateurs peuvent venir à un guichet poser des questions et être aidés sur la construction de leur dashboard sur Power BI. Et parallèlement à ça, de ces Power BI School, des communautés sur les sites des sociétés se construisent, des communautés apprenantes. Ce qui permet de développer l'usage de Power BI. Nous avons chez Safran Analytics construit un service qui s'appelle la Data Clinic, qui est quelque chose d'hyper intéressant, où en fait un patient prend rendez-vous avec un docteur, donc un data scientist, et lui explique sa problématique data, et le data scientist et le collaborateur vont cheminer ensemble pour répondre à sa problématique, qui peut être surtout le processus data. Et également, ce que nous avons fait, c'est de construire des ateliers de sensibilisation. Il y en a notamment un que j'ai monté qui a très bien marché, qui est sur la sensibilisation à la data visualisation, notamment de faire comprendre que ce que je disais tout à l'heure un peu sur le data storytelling, le camembert, c'est pas la meilleure data vise. En tout cas que c'est toujours important de construire son message par rapport à une audience et de choisir la visualisation par rapport au message et par rapport au type de données qu'on a. Donc vous voyez que il y a quand même un panel d'actions, de pratiques qui est important. Dans ce que j'ai, en retour d'expérience sur les ateliers, c'est toujours hyper énergisant et on embarque une dizaine de personnes à la fois. Donc c'est 10 personnes qui peuvent ensuite devenir des ambassadeurs, mais c'est très consommateur d'énergie, c'est-à-dire qu'en termes de démultiplication, ça peut être parfois décourageant. Donc ça va être important de trouver des moyens de démultiplier ces ateliers pour que ce soit porté par les personnes qui ont été sensibilisées. Dans la pratique, le dernier point qui est important, c'est favoriser le partage et alimenter des communautés. Puisque, comme vous l'avez bien compris, c'est important de pouvoir identifier des relais et multiplier les ambassadeurs pour diffuser au maximum en fait cette transformation au cœur des sociétés.
Donc par rapport à ça, ce que Safran Analytics, nous faisons, il y a deux éléments importants. Nous avons créé un lieu virtuel, qui s'appelle DataSquare, qui est le portail de la donnée pour le groupe. Donc on a lancé en début d'année où, la cible, c'est que, toutes les ressources autour de la donnée, soient situées, via ce portail-là. Donc actuellement, nous avons lancé un blog avec différents articles et différents niveaux de lecture, du débutant à l'expert. Donc c'est un élément, je pense, important de pouvoir avoir dans un seul endroit accès à toutes les ressources autour de la donnée. Et également en non virtuel, alors en événementiel, même si en ce moment c'est un peu compliqué, nous avons plusieurs fois par an des data days où nous réunissons une soixantaine de personnes qui sont des ambassadeurs data dans les sociétés pour échanger sur des sujets. Alors souvent on fait venir quelqu'un d'extérieur pour inspiration. Après, un temps de capitalisation entre les différentes sociétés, plus des temps collectifs de co-construction sur des sujets qui sont choisis. On a un thème à chaque fois. Donc vous voyez que la partie partage communauté est vraiment importante puisque c'est ce qui vous permettra quelque part d'accélérer cette transformation, en tout cas de diffuser, parce que c'est pas quelques personnes qu'on peut transformer tout un groupe. Il faut arriver à trouver ces relais, les énergiser et les multiplier. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous une méthode de construction de communauté. Puisque alors on a rarement la chance de pouvoir engager des community managers, des spécialistes de la communauté. Et en même temps, construire une communauté, ça s'improvise pas. Donc la méthode que je vous partage, elle est issue d'un site qui s'appelle The Community Canvas, que vous pouvez chercher vous-même sur Internet, et qui est extrêmement bien documenté, et qui s'organise autour de 3 sections. Quelle est l'identité de votre communauté? Quelle expérience vous voulez faire vivre aux membres de la communauté? Et après, comment vous allez la structurer par rapport à tout ça? Et vraiment, c'est des choses qui sont assez importantes à se poser. Alors, soit vous, parce que vous êtes initiateur de cette communauté, et ce qui est encore mieux, c'est de la co-construire avec les premiers membres de votre communauté. Et vous verrez que ça permettra de la créer et derrière vous assurer que le soufflet ne retombe pas, parce que c'est souvent le problème quand tout le monde a beaucoup de motivation au début. Il y a les premières réunions qui se passent bien, au bout d'un moment ça s'espace et après ça disparaît parce que finalement le fond a pas nécessairement été complètement construit. Et là, vous avez, avec cette méthode-là, les bons questionnements à vous poser. Et après, c'est un cheminement nécessairement itératif, mais en tout cas, je vous conseille vraiment cette démarche-là. Je regarde le temps et il faut que j'accélère un petit peu. Je vais aborder le dernier point, qui est la partie cas d'usage. Alors, on a vu tout à l'heure la prise de conscience, les compétences, la pratique. Un des éléments qui est clé aussi pour chacune des entreprises, c'est de pouvoir identifier quels sont les cas d'usage les plus stratégiques. Les données, il y en a partout. Et d'ailleurs, j'aime à rappeler que la donnée n'a aucune valeur intrinsèque. C'est son utilisation, c'est son usage qui va créer de la valeur. Et l'identification des bons cas d'usage, alors c'est quoi un bon cas d'usage? C'est un cas d'usage qui est stratégique pour l'entreprise parce que nécessairement l'exploitation des données, elle va nécessiter des investissements à un moment donné. Elle va devoir nécessiter de faire bouger les lignes, que ce soit pour collecter les données, les stocker, gérer les accès, brancher les tuyaux pour que, une fois que toute la partie data science est faite, on puisse alimenter l'exposition des données.
Et donc ça suppose que le cas d'usage soit suffisamment important, stratégique, pour que l'organisation elle puisse évoluer autour des prérequis finalement à l'industrialisation de ce cas d'usage-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit être ceinture et bretelles avant de se lancer. L'exploration doit avoir sa place, puisque avec la data, on peut difficilement être déterministe. On ne sait pas nécessairement ce qu'on va trouver quand on commence à chercher. Donc en tout cas, c'est trouver cet équilibre entre avoir de la place pour l'exploration et à un moment donné pouvoir raffiner ce qui est découvert à l'exploration pour en ressortir les cas d'usage qui vont avoir le plus d'impact et le plus de création de valeur. Et je vais vous proposer un template juste après. Peut-être avant de passer à cette étape instant méthodo, je venais faire juste un petit éclairage sur les cas d'usage dans l'aéronautique. J'en ai pris 3 principaux. En tout cas, chez nous, on va s'attacher à travailler l'optimisation des processus. Alors, ça peut être des processus de production. Typiquement, nous avons des produits à forte technologie, mais aussi avec énormément d'étapes de conception. On peut avoir des étapes de forge. Alors si je prends le train d'atterrissage par exemple, on va recevoir un matricé, donc une grosse pièce qui ensuite va être usinée à plusieurs étapes. Elle va subir différents traitements. Et vous imaginez bien que à chacune des étapes, on peut avoir des déviations. Le problème, c'est que ces déviations, parfois, ne sont vues qu'à la fin. Et on va avoir un taux de non-qualité qui peut être problématique. Donc ça va être important de pouvoir, grâce à la data science, comprendre plus vite les causes de crise qualité et de voir quels sont les facteurs influents à faire évoluer dans ce processus de production. La compréhension des usages, Safran, c'est un grand groupe équipementier, hein, donc c'est extrêmement important pour nous de comprendre l'usage de nos équipements en vol, de façon à adapter aussi bien la maintenance que nos contrats aussi, par exemple. Et le 3e point, la prévision des comportements. Là, on va arriver sur la maintenance prédictive de nos différents matériels. Donc, focus très rapide sur les cas d'usage. On pourra en reparler après si ça vous intéresse. Je vais passer à la phase qui me semble assez intéressante sur comment est-ce qu'on peut arriver à qualifier un cas d'usage, quelles questions à se poser. Et là, je vais vous partager. Alors, il s'appelle AI Project Canvas, mais oubliez le titre. On va revenir après. Je ne sais pas si vous connaissez, pour certains d'entre vous, le Canva qui s'appelle Business Model Canva, qui est en fait à l'origine du Canva que vous voyez sous vos yeux et que je trouve extrêmement vertueux puisqu'il force à se poser des questions de business, même sur un sujet qui peut être parfois abordé qu'avec un angle data science. Et là, nous avons dans la première étape, c'est de se concentrer sur la proposition de valeur. Déjà, ça va être de se poser des questions par rapport à vos utilisateurs. Quels sont leurs problèmes? Quels sont leurs espoirs? Enfin, c'est quoi leur quotidien? Et par rapport à ça, déterminer qu'est-ce qui est différenciant, quelles sont les propositions de valeur que vous pouvez faire pour répondre aux enjeux de cette population-là. La 2e étape, c'est par rapport à cette proposition de valeur, quelles sont les datas dont vous avez besoin? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont accessibles? Dans quelle qualité elles sont? Par rapport à ça, quelles compétences vous avez besoin? Et quelles sont les métriques qui sont pertinentes à obtenir?
Et bien entendu, on n'est jamais seul dans sa grotte, on est toujours, dans un écosystème, donc c'est toujours important de savoir, comment, ça va être intégré dans votre système legacy, notamment avec votre DSI. Et d'ailleurs, c'est souvent, à cette étape-là, hein, que ça blesse en fait. On peut mener plein de POC, plein de projets d'exploration, mais on se rend compte que l'industrialisation, elle est très compliquée derrière parce que l'intégration dans le système legacy de l'entreprise est difficile. Donc c'est toujours important de se poser ces questions assez vite. C'est aussi, de vraiment être vigilant sur les parties prenantes et surtout ne jamais oublier le client final. Dernier point, toujours intégrer, dans, votre approche de cas d'usage. On n'est pas encore au business plan, hein. Là, pour moi, c'est vraiment, un business model, en tout cas de se poser toutes les questions, pertinentes pour s'assurer qu'on puisse, s'orienter vers l'industrialisation. Et donc là, c'est d'intégrer, la partie coût et la partie revenu. Il faut pas oublier que les revenus ne sont pas nécessairement que des gains financiers. On peut avoir, des gains d'efficacité, donc voilà, et ça permet d'avoir un discours qui est plus construit et plus impactant face à des décideurs pour s'assurer que, d'être sûr que soit notre cas d'usage, il est pertinent et qu'on peut passer de la phase exploratoire à la phase plutôt de développement et d'industrialisation. Je vous ai mis là un exemple sur l'anonymisation, mais je regarde l'heure et on n'a pas nécessairement le temps. Donc, je vais passer à la partie questions-réponses, si vous en êtes d'accord. Alors déjà, un grand bravo à toi, Adeline. Effectivement, c'était un exposé des plus complets et super clair. Je pense que ça a soulevé pas mal de questions. Alors déjà, on a une question de Florent. Florent qui travaille au sein du groupe Michelin. La question suivante, avez-vous des conseils ou des approches pour montrer l'importance de la partie fondamentale de la structuration des données? Dans une entreprise qui n'a pas une ADN centrée sur la partie IS et data, le message peut être très compliqué à passer, même à haut niveau de l'entreprise. Merci. Alors, je vais voir si j'ai bien compris la question, parce qu'elle est un peu longue. La question, c'est de savoir comment valoriser. Alors, oui, de Florent, montrer l'importance de la partie fondamentale de la structuration des données. Oui, c'est une question qui est pas évidente. Alors, je vais être un peu alors, ça va dépendre de la personne qu'on a en face, mais parfois, je vais être un peu cash, il faut, leur montrer, et montrer les mains dans le cambouis, en fait. C'est d'arriver à montrer que, la qualité des données aujourd'hui, elle a un impact, en fait, sur le résultat et que, si la donnée n'est pas structurée, on ne pourra pas, atteindre les objectifs, derrière. Je prends un exemple. Alors, le côté métaphore. Souvent, il faut trouver une métaphore pertinente pour arriver à faire passer le message. Mais c'est un peu comme quand on parle de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'est méga sexy. Tout le monde a envie de faire de l'intelligence artificielle. Sauf que quand on explique que pas d'intelligence artificielle, si pas de données propres et si toute la phase amont est pas carrée, ça peut faire réfléchir. Mais le haut niveau, soit être un peu brutasse et leur montrer le concret de la qualité des données, soit arriver avec une métaphore pour effectivement faire comprendre que pas de drap, pas de chocolat, quoi. Alors, on a une seconde question qui est posée par Grégoire Taillantier, donc du groupe Total. Bonjour, comment évaluez-vous l'efficacité de votre démarche d'acculturation? Quel KPI avez-vous mis en place? C'est toujours des questions. Question piège. Alors, donc là, je vais reprendre ma casquette un peu de change. Il y a un outil qui s'appelle ICAP. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un moyen. Alors, c'est dans la gestion de projet, mais c'est arriver à mesurer le niveau d'information, de compréhension, d'adhésion et de participation. Donc ça permet en tout cas d'évaluer. Alors c'est déclaratif, hein, donc on va pas nécessairement à ce moment-là mesurer la vraie capacité derrière. Donc ça c'est un premier point.
Ensuite, l'ensemble des collaborateurs. Donc, il y a ça comme indicateur. Il y a après des indicateurs qui peuvent être assez basiques, qui sont combien de personnes ont été formées. Et après, depuis combien de temps travaillez-vous la conscientisation et estimez-vous qu'il doit se travailler sur le long terme? Alors, ça, c'est la question. Alors, Ah non, pardon, c'est une autre question. En fait, c'est une question. Donc, ça, c'était la question de Yasmina, donc, du groupe Massif. Et ça, donc, il y avait la question de Grégoire. Alors, c'est plutôt dans le chat. Je vois pas la question de Grégoire. C'est dans le chat. Mais peut-être pour terminer sur les KPI, nous, ce qu'on aimerait dans le portail de ce qu'on appelle Data Square, c'est intégrer des phases de captation de données justement sur ces éléments-là pour avoir des indicateurs. Et on intègre aussi nous-mêmes de l'analytics sur le portail Data Square pour voir les niveaux de trafic, les niveaux de consommation, et de voir si les gens se connectent juste et s'en vont. Donc, j'ai pas de réponse parfaite. La question des KPI, elle est toujours centrale, surtout quand on bosse sur des sujets de transformation et de change, parce qu'on nous demande des ROI sur de l'accompagnement humain. Donc, c'est toujours difficile. Effectivement. Alors, on a ensuite une question d'Amina Bourras. Donc, Amina, qui est Chief Data Officer au sein de ProBTP. Présentation admin, comment est utilisé le Canvas AI Project? Est-ce que c'est porté par le Data Office ou par les métiers? Alors, je vais répondre à Yasmina peut-être avant de répondre à Loïc. Donc, Yasmina, pour moi, la conscientisation, tout ce qui est autour de l'awareness, c'est un travail de très long cours en fait. Et rien n'empêche en plus que, c'est pas de l'acquis en fait. Il suffit que quelques personnes alliées dans l'organisation bougent et parfois il faut refaire les efforts qui ont été faits. Donc, moi, ça fait depuis que j'ai pris mon poste, depuis 4 ans que je travaille là-dessus. Et alors, il y a un truc dans le change qui est toujours en plus très frustrant, c'est que en général, on va essayer de bouger les lignes pendant longtemps, pendant quelques années. Et à un moment donné, il y a un truc qui se passe et les cibles qu'on essaie d'accompagner ont compris un truc et ont l'impression qu'elles ont découvert toutes seules. Et donc, avancent en se disant mais qu'est-ce que vous foutez? Moi, j'ai compris le truc très vite, j'avais pas besoin de vous. Donc ça, c'est propre au change. Mais la prise de conscience, ouais, c'est un travail de long terme. Et en fait, au début, on va viser large et après, on va travailler sur des populations de plus en plus précises. Ensuite, sur AI Project, alors je ne sais pas si je réponds aux questions parce que je n'ai pas nécessairement les réponses. Donc, j'espère que je ne suis pas à côté de la plaque. N'hésitez pas à me dire, c'est pas la bonne pour question. Le coup, c'est très bien répondu. Alors, Project Canvas, comment évalue-t-on les revenus alors qu'on n'a pas encore commencé le projet? J'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure, mais pour moi, le Project Canvas, AI Project Canvas, c'est quelque chose d'itératif. Au tout début de l'histoire, on va nécessairement pas avoir des revenus qui sont exactement définis, mesurés. Par contre, on doit quand même avoir une idée des grandes lignes des revenus, en fait. Et alors, la question, c'est le ROI est souvent conditionné par la possibilité d'instrumentaliser. Oui, le ROI calculé par le contrôle de gestion va nécessairement finalement arriver sur la phase industrialisée. Mais vraiment, je pense qu'il faut considérer les revenus comme un argument qui peut permettre de compenser les coûts. C'est-à-dire de dire j'ai besoin de 3 data scientists et 15 développeurs et que derrière, le gain ou les revenus estimés vont être de 200 000 euros. En termes d'efficacité des équipes ou globalement, on va avoir du mal à vendre ça en fait. Donc, c'est toujours trouver un moyen d'équilibrer et dans le discours, pouvoir montrer que ce qu'on dépense, on va avoir des gains derrière, qualitatifs ou quantitatifs. Effectivement. Alors ensuite, on a encore quelques autres questions. Je pense qu'elles peuvent être répondues assez rapidement. Donc, on a déjà Loïc Bonneville qui pose une question sur le métier de data ingénieur. Est-ce que c'est une porte d'entrée pour travailler sur les IA?
Bon, concrètement. Alors là, je ne saurais pas répondre. Yoann, toi, tu vas pouvoir répondre. Ouais, effectivement, donc le métier data ingénieur, c'est avant tout donc une personne qui va plutôt travailler sur des problématiques de mise en production, et ce donc que ce soit de mise en production d'un algo visant à automatiser l'acquisition de données, ou bien une mise en production d'un algorithme déjà créé et fourni par un data scientist. Donc disons que ça va être la porte d'entrée plutôt vers l'industrialisation, non pas forcément vers l'IA, l'IA étant ensuite une brique des data science. Donc ensuite, ce qui a été sympa, c'est qu'au final, Alors, le coup, tu as à la fois la question de. je vais juste répondre parce que je vois en même temps le chat, parce que je viens juste de voir. Alors, ICAP, ça s'écrit ICAP. Et je pense que vous tapez sur Internet, vous allez trouver la méthodo et les questionnaires associés. Sinon, dans l'ouvrage, la boîte à outils du Change Manager ou Change Management, enfin la collection boîte à outils, vous avez toute la méthodo qui est décrite. Très bien. Écoutez, moi je pense Adeline que toutes les questions ont été répondues, donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Du coup, en tout cas, un grand merci. C'était un vrai succès, comme a dit Corinne Gustin, donc de chez Michelin, et également Katharina Bott. Merci Adeline pour cette présentation bien structurée, claire, simple et efficace. Franchement, j'aurais pas pu me le dire, donc merci également Katharina. Ouais, ça me fait plaisir. Bon, je reviendrai, C'est Yoann. vraiment super. Avec grand plaisir. En plus, les temps ont été tenus. Et du coup, merci beaucoup. Et puis, bon appétit à tous pour ceux qui n'ont pas déjeuné. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci.